Bonsoir tout le monde, bonsoir Taoufik et bonsoir Pascal. Merci Wow. d'être avec nous ce soir pour discuter d'un sujet très grave, très lourd, qui malheureusement occupe l'actualité internationale depuis maintenant plusieurs semaines. Donc le sujet de la guerre entre Israël et la Palestine, et notamment les bombardements commis par Israël sur la bande de Gaza. Donc c'est un sujet effectivement très lourd, mais j'espère que vous allez bien quand même, malgré ça. Et du coup, enfin, voilà, j'espère que Pascal, tu vas bien. Oui, très bien. Préoccupé, mais il faut garder sa lucidité dans le contexte actuel. Et toi, Taoufik? Bah écoutez, on fait ce qu'on peut, hein. C'est ça. Voilà. Oui, puis Bon, j'imagine vas-y. que, vu que tous les deux, vous êtes assez engagés sur cette question depuis des années maintenant, vous devez être aussi assez sollicités en ce moment de part et d'autre, pas seulement par cette émission, mais oui, également par d'autres personnes. Oui, on est sollicité notamment pour donner notre point de vue sur la base de notre expérience, parce que moi-même et Toufik, nous sommes engagés depuis de longues années dans la solidarité avec le peuple palestinien. Et nous sommes très investis sur l'ensemble des questions du Maghreb et du Moyen-Orient. Donc évidemment, cette situation a un impact régional et même international de, de grande portée. Je me permets de vous présenter du coup. Donc je vous remercie encore une fois d'être présent ce soir pour parler de l'urgence d'une initiative de paix entre la Palestine et Israël. Pascal, tu es donc, comme tu viens de le dire, spécialiste du Maghreb et du Moyen-Orient et tu es également président de la coordination nationale Solidarité Kurdistan. Et Taoufik, tu es militant pour les droits du peuple palestinien et président honoraire de l'association France-Palestine Solidarité, qui a également pris position à de très nombreuses reprises depuis maintenant plusieurs semaines sur la question, mais évidemment depuis de nombreuses années, puisque ce conflit ne date pas d'hier. Euh, donc, voilà, je ne sais pas si vous avez envie de dire quelques mots de plus par rapport à la présentation que j'ai dite ou si vous estimez que la présentation que j'ai faite est suffisante. Bon, j'ai l'impression que c'est OK. Comme chaque semaine, pour celles et ceux qui connaissent maintenant ce format, on discute d'abord autour d'un article qui a été publié sur le site norevolution.fr. En l'occurrence, il s'agit d'un article écrit du coup par Pascal Thor, qui nous fait le plaisir et l'honneur de nous écrire régulièrement une chronique internationale. Bon, cette fois-ci, ça n'a pas été tant un plaisir, mais il a su réagir avec beaucoup de rapidité à l'attentat commis par le Hamas en Israël, au sein d'un article nommé du coup Israël-Palestine, urgence d'une initiative de paix, qui est également le titre de cet entretien, parce que j'estimais que c'était le cœur du sujet et on aura l'occasion d'en reparler pendant la prochaine heure et demie. Et du coup, on aura un échange tous les trois autour de cet article pour ensuite élargir la discussion de manière plus globale pour traiter du sujet et surtout de son actualité, parce que quand tu as écrit cet article, Pascal, voilà, l'attaque avait plongé le monde entier dans un état de sidération totale et surtout ça s'est passé maintenant il y a plusieurs semaines. Maintenant, la situation a beaucoup changé, donc on aura l'occasion d'aller plus dans le détail. Donc pour commencer peut-être sur cet article donc, que vous pouvez retrouver sur le site norevolution.fr. Donc tu as fait preuve de beaucoup de mesures et de précisions pour expliquer le contexte dans lequel le Hamas a organisé son attaque. Or, depuis le 7 octobre en France, ne pas condamner le Hamas, c'est soutenir le terrorisme et dénoncer Israël, c'est être antisémite. Qu'est-ce que tu penses de la manière dont s'est passé le débat ces dernières semaines? Je pense qu'il y a une véritable déferlante médiatique et politique qui aujourd'hui exacerbe une émotion qui est légitime face au massacre
et aux horreurs dont on a connaissance. Mais effectivement, si aujourd'hui on ne reprend pas le discours israélien, on devient systématiquement des terroristes et des partisans du Hamas. Moi, je pense que notre responsabilité à nous, c'est de contextualiser, c'est de mettre les événements en perspective. Et je crois que s'il y a quelque chose qui est vraiment insupportable et qui m'a conduit vraiment à réagir, c'est le fait d'occulter, de déclasser certaines victimes, certaines violences, certaines responsabilités. Et je crois que dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, cela constitue une source d'humiliation et une tragédie révoltante, notamment à l'égard des Palestiniens. Moi, je pense qu'on ne peut pas avoir une condamnation hémiplégique. Il faut condamner les attentats du Hamas, mais ici, il faut aussi condamner les bombardements d'Israël contre les civils, la colonisation, l'occupation militaire, la politique d'apartheid d'Israël. Et c'est un élément de cohérence. Beaucoup de Gazaouis ne sont pas favorables au Hamas. On l'oublie, certains sont même rentrés en résistance contre eux. Mais tous les Gazaouis ne sont pas comptables des actions du Hamas aujourd'hui. Si tant est qu'on considérerait qu'il y a à Gaza 2 millions de terroristes, comme les dirigeants suprémacistes israéliens le disent aujourd'hui. Donc on a besoin de réfléchir, je crois, aux causes d'un tel événement, évidemment pour qu'il ne se reproduise pas, et construire un avenir moins sombre. Alors je sais qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel, c'est quelque chose qui est difficile, mais je pense que c'est absolument indispensable. Alors, soit Toufik veut dire quelque chose là-dessus, sinon moi je voudrais rajouter 2 choses sur la question du terrorisme et sur la question de l'antisémitisme qui m'apparaissent aussi importantes dans le débat actuel. Alors Toufik, soit tu veux dire quelque chose, soit tu interviens après, comme tu veux. Vas-y, continue, parce que tu es avancé. Voilà. Moi, à chaque fois que les Palestiniens se révoltent face aux violations du droit international, face à la dépossession de leurs terres, face à leur incapacité aujourd'hui à bâtir un État, à la fragmentation de leur territoire, eh bien, dans les chancelleries occidentales, mais aussi en Israël, on évoque le terrorisme et la barbarie. C'est systématique. Hein, et aujourd'hui, ça prend une ampleur tout à fait considérable. Alors, c'est vrai que quand on examine la question du terrorisme à proprement parler, dont la définition est à bien des égards nébuleuse, et ceux que l'on qualifiait de terroristes par le passé sont devenus des interlocuteurs souvent respectables aujourd'hui, je songe à l'IRA, je songe au FLN, etc. Mais bon, là, on a affaire à des actes que l'on peut qualifier, selon la définition de l'ONU, d'actes terroristes. Et quand on s'en prend à des militaires, ce sont des actions militaires entre belligérants. Hein. Mais cette accusation, je pense, qui est répétée systématiquement, elle permet aux puissances occidentales et à Israël de se parer du droit, de la bonne conscience, hein, en occultant le système d'oppression dont sont victimes les Palestiniens aujourd'hui. Et cette accusation, en réalité, elle vise à dépolitiser le combat des Palestiniens, à réduire en fait cet affrontement de nature sociale, politique, d'une profondeur considérable, puisqu'il s'agit de la violation des droits d'un peuple à l'autodétermination. Eh bien, comme on l'a vu par le passé, on en fait une opposition entre le bien et le mal, comme le rappelait François Hollande. Et je pense que le phénomène du terrorisme est un phénomène complexe qui allie à la fois les actes terroristes, le modus operandi, mais surtout le terreau sur lequel ce terrorisme se développe. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut réfléchir et agir. Et quel est ce terreau ? Eh bien, il est commun partout. C'est celui de l'oppression coloniale,
de l'oppression militaire, de la marginalisation sociale dont sont victimes les peuples. Et le Moyen-Orient, il concentre et il condense même tous ces éléments de conflictualité. Alors, tant que les causes profondes ne seront pas traitées, eh bien, on ne trouvera aucune solution. On ne trouvera aucune solution. Et cela me permet de parler de la question de l'antisémitisme. Il faut le dire sans aucune équivoque. Et c'est notre conviction et c'est notre engagement depuis des années. Tout acte antisémite est inacceptable et condamnable. D'ailleurs, il faut être lucide. Ce courant antisémite a retrouvé un certain niveau depuis les années 80. Il est présent dans le monde arabo-musulman, mais pas seulement dans le monde arabo-musulman. Il est aussi présent en Europe, en France. On a tué des juifs depuis la Seconde Guerre mondiale pour la première fois parce qu'ils étaient juifs. Il y a eu des délinquants, il y a eu des djihadistes, etc. C'est évidemment inacceptable et il faut le dire avec force. Et on nous trouvera toujours aux côtés de ceux qui combattent l'antisémitisme. Mais la persistance de l'antisémitisme, il est aussi alimenté par la politique des dirigeants d'Israël. Et notamment les puissances occidentales qui, depuis des années, prennent systématiquement la défense de l'État d'Israël. Et on a, dans le monde arabe, mais pas seulement dans le monde arabe, plus largement dans le monde, on a le sentiment d'une profonde humiliation parce qu'il y a une formule qui est reprise de partout, mais qui a un sens. C'est qu'aujourd'hui, dans le monde, on a l'impression qu'il y a 2 poids, 2 mesures, qu'il y a une morale à géométrie variable. Et ça, c'est inacceptable aussi. Et ça nourrit l'antisémitisme. Et puis, qu'est-ce qui nourrit aussi l'antisémitisme ? Eh bien, ces dernières années, la politique d'Israël a fait l'objet de critiques extrêmement fortes. Et les dirigeants israéliens, pour lever les taux sur leur politique qui fait l'objet de critiques, notamment en Cisjordanie, notamment la loi État-nation du peuple juif, notamment le refus de voir les Palestiniens être présents dans les instances internationales, eh bien, les dirigeants israéliens ont utilisé cette question de l'antisémitisme qui est, elle aussi, largement reprise. Alors, je crois qu'on est sans ambiguïté sur la nature des actes qui se sont produits, sur la nécessité de réfléchir aux causes profondes, quelle est la nature de ce conflit. Et tant qu'on ne prendra pas en charge la nature de ce conflit, les raisons profondes de ce conflit, on ne trouvera pas d'issue politique et on pourra accuser tout le monde de terrorisme, etc. Et puis sans ambiguïté aussi sur l'antisémitisme. Voilà un peu ce que je voulais, pour répondre à votre question en préambule. Et toi, Taoufik, t'en penses quoi de ce débat ? Oui, non, écoutez, de toute façon, Pascal, je le connais depuis un moment, on a déjà échangé, travaillé ensemble et tout, et je pense que globalement, nous sommes vraiment sur la même longueur d'onde. Si j'interviens, c'est pour développer certaines choses et puis ajouter certaines choses qui ont été dites un petit peu rapidement, mais bon, qui ont un lien avec le contexte. Quand on veut expliquer, on est tout de suite attaqué maintenant comme étant des gens qui veulent justifier. Ils partent d'une phrase nauséabonde de Manuel Valls qui a dit expliquer, c'est déjà justifier. Non. Quand on explique, c'est pour essayer de tirer les conclusions nécessaires pour que ce genre de choses, de carnage, ne se reproduise plus. Il y a une souffrance là. Il y a une souffrance qui domine en Israël et en Palestine. En Israël, la population, donc, elle a découvert qu'elle est vulnérable, qu'ignorer la question palestinienne comme ses dirigeants voulaient la convaincre en disant que ça y est, les choses sont pliées et puis on est en train de complètement enterrer la question palestinienne. Ils viennent s'en rendre compte que c'est pas vrai, c'est pas possible. On ne peut pas vivre éternellement dans le mensonge.
et dans la négation de l'autre. Or, c'est ce qui s'est passé, en fait, pour les Palestiniens depuis 75 ans, depuis la Nakba, l'exode, non, l'expulsion des Palestiniens, mais qui s'est accentué également depuis l'occupation de 1967, où tout a été soumis à un diktat infernal israélien. Et puis, ceci s'accompagne avec son lot d'humiliation. Les prisonniers politiques, ils sont au nombre de 5000, dont, d'ailleurs, Haaretz le dit, ils ont fait une excellente enquête sur la nature de ces prisonniers. Il y a au moins 25% qui n'ont jamais été condamnés. Ils sont emprisonnés, ils ne savent pas pourquoi. On ne leur a pas signifié de charge, on les a pas présentés à des juges ou à des procès. C'est ce que d'ailleurs notre compatriote Salah Hamouri avait vécu pendant plusieurs années. Il y a les assassinats des colons, par les colons, par l'armée israélienne. Il y a une répression féroce, atroce. On parle beaucoup de Gaza en ce moment, mais on oublie la Cisjordanie, en ce moment même en Cisjordanie. En Cisjordanie, il y a eu un peu plus de... J'arrive pas, avant je faisais un travail de comptabilité macabre, malheureusement, où je donnais toujours les noms, l'âge, l'endroit de naissance des personnes qui sont assassinées qui ont été assassinés par la police, l'armée ou les colons israéliens. Maintenant, je n'arrive plus à suivre. Je parle que de Cisjordanie, je ne parle pas de Gaza pour le moment. On dépasse les 90 personnes. 90 personnes, dont certains, on a des vidéos, on a vu des colons qui tiraient dessus pour les tuer, les blesser, les pousser à avoir des opérations chirurgicales pour qu'ils puissent vivre. Ils doivent être amputés de jambes, de bras, et des choses qui sont extrêmement atroces, où d'ailleurs, de toute façon, j'essaie d'éviter de publier ces vidéos, je prends juste des images et tout, etc. Et puis j'explique un petit peu le contexte. Il y a une hypocrisie occidentale. J'ai pas l'habitude de parler comme ça, mais j'ai envie de parler aujourd'hui comme ça, en donnant quelques exemples. Où tout le monde nous dit, oui, quand on leur dit attention, il faut essayer de trouver une solution, il faut d'abord appeler au cessez-le-feu, Ils disent, oui, mais c'est le Hamas qui a commencé. C'est le Hamas qui a commencé, donc il faut le condamner. Cette fois-ci, oui, c'est le Hamas qui a commencé. Il a préparé son opération depuis plusieurs années, d'ailleurs, je pense. Parce que de toute façon, pour arriver à percer comme ça les lignes hautement sécurisées d'Israël, ça veut dire qu'il y a une préparation depuis des années. Mais revenons juste un petit peu, quelques mois avant. Août 2022 et août 2023, où il n'y avait rien côté palestinien. Au contraire, les groupes armés palestiniens, ils observaient scrupuleusement le cessez-le-feu, qui a été signé après les multiples guerres que la région a connues. Et il y a eu comme ça des attaques israéliennes qui ont fait plusieurs dizaines de morts, dont plusieurs enfants. Et je me rappelle d'ailleurs, pour ces enfants, ils nous avaient dit qu'ils étaient tués parce qu'il y avait une roquette du djihad qui était tombée dessus. Et quelques jours, 2-3 jours après, ils ont avoué que c'était effectivement un missile de l'armée israélienne. Il y avait cette attaque où c'est Israël qui a commencé. Il n'y avait rien avant. Israël a commencé, et puis ils ont appelé ceci, ils lui ont donné un nom, une attaque préventive de l'armée israélienne. Une attaque préventive de l'armée israélienne. Ça veut dire quoi, ça, en droit international? Strictement rien. Ça ne veut strictement rien dire en droit international. C'est simplement une agression. Mais personne n'a osé appeler ça une agression. Je suis allé vérifier un petit peu les comptes Twitter et Facebook et autres réseaux sociaux de la présidente de l'Assemblée nationale, de Macron, de la Première ministre Elisabeth Borne et tout, etc., pour voir est-ce qu'il y avait quand même une certaine prise de position contre Israël. J'ai trouvé, ils étaient unanimes sur une chose, c'est que Israël, elle lutte contre le terrorisme, premièrement,
Et secondo, on appelle les Palestiniens à la retenue. On appelle tout le monde à la retenue. Donc, en résumé, quand c'est Israël qui commence, on appelle tout le monde à la retenue. Quand c'est le Hamas qui attaque, ou d'autres groupes palestiniens, c'est l'acte terroriste qu'il faut absolument condamner. Si on ne le condamne pas, on ne rentre pas dans le débat. Je vais revenir sur la question du terrorisme. Mais avant, j'ai envie de dire, mais qu'a fait la communauté internationale pendant cette dernière décennie, ou même ces dernières années, pour essayer d'éviter ce carnage que nous avons vu? Mais juste avant, je veux juste, pour que je sois bien compris et tout, etc., ce que le Hamas a fait le 7 octobre, pour moi, c'est un crime de guerre, voire même un crime contre l'humanité. Mais ça, c'est, si on fait confiance à la justice internationale, c'est elle qui doit le déterminer. Mais elle doit déterminer également ce que Israël a fait. Je reviens à ce qui s'est passé, par exemple, l'année dernière, décembre 2022. Il y avait un projet de résolution transmis au Conseil de sécurité des Nations Unies pour demander à la Cour internationale de justice. La Cour internationale de justice, c'est la seule cour qui dépend directement de l'ONU, contrairement à la Cour pénale internationale qui est statuée, qui est faite par les pays qui sont signataires de ce qu'on appelle le traité de Rome. Donc la Cour internationale de justice, elle donne des avis juridiques. La résolution, qu'est-ce qu'elle disait? On demande à la Cour internationale de justice de donner un avis juridique sur l'occupation prolongée de la Palestine par Israël. C'est-à-dire pour dire en fait que cette occupation, elle est illégale. Parce qu'au regard du droit international, une occupation peut être légale. Mais quand elle s'inscrit dans la durée, avec des projets d'annexion et puis d'expropriation de terres et tout, etc., elle devient illégale. Donc on a demandé à la Cour internationale de justice de faire. Les 4 pays maintenant qui ont envoyé leurs dirigeants visiter Netanyahou, avec le dernier en date, c'est Macron. Ce matin, en parlant à Netanyahou, il lui dit cher Bibi. Vous voyez, où la France, où est-ce qu'elle est tombée, quoi. Et la France, elle s'était honteusement abstenue pour cette résolution. Et les 3 autres pays, l'Allemagne, le Royaume-Uni et les États-Unis, ils avaient voté contre. Ils ont voté contre un avis juridique sur l'occupation prolongée de la Palestine. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été fait par ces 4 puissances? Par exemple, pour stopper la colonisation, depuis 1967, rien de concret. De temps en temps, on voit des condamnations, d'ailleurs, de toute façon, c'est devenu tellement routinier et tout qu'on pouvait faire vraiment des copies-collées pour prévoir le communiqué prochain, suite à l'annonce de... Est-ce qu'on a condamné la colonisation et puis rien? Est-ce qu'on a mis en application, par exemple, la résolution 2334 de 2016 qui condamne la colonisation, la poursuite de la colonisation et l'occupation, et puis demandons à des entreprises de ne pas faire du business avec... Ça a été voté à l'unanimité, moins une voix, les États-Unis, c'était la fin de mandat de Obama, qui s'était abstenu. Il a laissé la résolution passer. C'est une résolution extrêmement importante, la résolution 2334. Est-ce qu'on a mis en application la résolution 1860, qui demande la levée du blocus de Gaza? Rien de tout ça. 2 300 000 personnes qui vivent à Gaza, une vie d'enfer, un blocus infernal, et je ne parle pas encore de ce siège qui est un siège qualifié par y compris les ONG israéliennes et palestiniennes et puis internationales, comme faisant partie d'une préparation à un génocide. Il y a une intention génocidaire de la part des dirigeants israéliens avec ce qu'ils sont en train de faire. Et les réactions actuellement de la communauté internationale, de la France particulièrement, elle nous concerne,
elle est honteuse. Elle est honteuse. D'habitude, la France, même du temps de Sarkozy ou de Hollande, qui n'étaient pas vraiment des Lumières, ils commençaient par nous parler du droit du pays qui occupe, c'est-à-dire Israël, de se défendre, mais ils ignorent complètement le droit de ce que le droit à la résistance du peuple qui est sous occupation. Je reviens juste rapidement sur la question de pourquoi ils insistent sur l'utilisation du mot terroriste. Pourquoi ils utilisent? Pourquoi ils insistent? Il y a tellement cette insistance et tout, etc. Le terrorisme, le mot terrorisme, il n'a pas de... Bien qu'il soit présent dans certaines conventions internationales, il n'y a pas de définition juridique qui est liée au droit international. Pour une raison très simple. C'est que certains voulaient le définir comme s'en prendre à une population civile. Mais tous les pays européens, les États-Unis et tout ça en tête, ils refusent ça, pour une raison très simple. Ils ont tué tellement de civils que de toute façon, on va les appeler terroristes à chacune de leurs interventions. Et j'ajoute même que, par exemple, Mandela, il a été sur la liste des organisations terroristes aux États-Unis, des personnes terroristes aux États-Unis. Même après sa libération, il s'était présenté aux élections, il a gagné les élections, il est parti aux États-Unis. Et dans le fichier des douanes et tout, etc., ils ont constaté que ce type n'avait pas à mettre les pieds aux États-Unis parce qu'il était terroriste. Bon, ils ont tout de suite trouvé une solution pour que Mandela entre. Donc, un terroriste pour les uns, c'est un résistant pour les autres. Un résistant pour les uns, c'est un terroriste pour les autres. Mais par contre, il y a d'autres choses qui sont aspects qui collent au droit international. C'est la question de crimes de guerre, voire crimes contre l'humanité. Et c'est ce qui s'applique, à mon avis, mais je ne suis pas juriste, à ce qui a été fait par le Hamas et ce qui est fait par Israël maintenant, et ce qui a été fait par Israël durant toutes les guerres qu'elle a menées contre Gaza. Mais pourquoi ils évitent d'utiliser, pourquoi ils ne veulent pas utiliser le mot crime de guerre et ils lui préfèrent le mot terroriste, une organisation terroriste? Organisation terroriste, ça veut dire qu'il faut l'éradiquer. D'ailleurs, c'est le mot qui accompagne. Donc, c'est terroriste, il faut l'éradiquer. Et puis, face à ce terrorisme, il y a une démocratie, c'est la démocratie israélienne. On va même lui pardonner les crimes qu'elle peut commettre. Ça a été dit, clairement. Ça a été dit même par la présidente de l'Assemblée nationale, quand elle est partie à Tel Aviv avec de grands humanistes qui sont Meir Habib, Eric Ciotti et puis Mathieu Lefebvre. Des gens qui ne reconnaissent rien de ce que préconise la diplomatie française, historiquement et même. Donc, on préfère utiliser le mot terrorisme, ça veut dire qu'on pardonne à Israël ses excès, et on éradique l'autre côté, et on ne veut pas parler de crimes de guerre pour une raison très simple. C'est qu'en mars 2021, la Cour pénale internationale, cette fois-ci, la Cour pénale internationale, elle avait décidé l'ouverture d'une enquête pour étudier, pour enquêter sur les probables crimes de guerre commis par Israël et les groupes palestiniens armés. L'autorité palestinienne, elle avait accepté, elle avait même salué, elle a dit que c'était une enquête nécessaire. Israël, elle a dit qu'elle ne coopérerait pas avec la Cour pénale internationale, dont elle a qualifié la décision d'antisémite. Les États-Unis, ils ont mené une campagne atroce contre la procureure générale de l'époque, Fatou Bensouda, qu'ils avaient même menacé de lui couper les vivres, etc. Et puis, l'Allemagne, donc, elle colle à la position israélienne, pour des raisons que nous connaissons. Le Royaume-Uni également. La France, elle est restée silencieuse, elle a ignoré cette enquête ouverte par la CPI, par la Cour pénale internationale, alors que la France, elle a toujours été grande supportrice de la Cour pénale internationale quand il s'agissait de juger ou de condamner des dictateurs africains.
Et donc, c'est ce deux poids, deux mesures qui est responsable de ce que nous vivons maintenant. Ce deux poids, deux mesures qui est illustré, mais d'une façon, ils prennent les peuples du tiers-monde ou bien du Sud pour des gens écervelés qui ne comprennent rien, mais ils ont bien vu les déclarations de Yael Braun-Petit, de Emmanuel Macron, de la première ministre, des différents responsables, qui disent toute destruction de l'infrastructure par la Russie en Crimée ou dans les territoires qu'elle a conquis en Russie et tout, etc., s'apparente à un crime de guerre, c'est inhumain, notre combat doit être vraiment dirigé vers ces crimes commis par la Russie. Et bizarrement, pour la Palestine, au mieux, ce qu'il dit, c'est que il faut laisser quelques camions passer pour sauver un petit peu quelques individus qui échapperaient au bombardement israélien. Et nous voyons, c'est-à-dire que ce n'est pas le Hamas qui le dit, Médecins du Monde, Reporters sans frontières, pour ceux qui sont là-bas, ou Médecins sans frontières, on parle d'une situation catastrophique où les gens, ils boivent de l'eau de mer. Les gens, ils n'ont plus de rien à mettre sous les dents. Et le dernier point dont je veux intervenir, c'est que un silence de la communauté internationale sur un ordre de déplacement de 1 million de personnes du nord de Gaza vers le sud de Gaza. Gaza, elle fait à peu près 45 km sur 10, c'est-à-dire 450 km carrés. C'est petit, c'est tout petit. Donc on met déjà une forte densité, on déplace la moitié de la population pour la mettre au sud, et on déplace les hôpitaux aussi, les malades. 6000 malades par exemple dans l'hôpital, le principal hôpital de Gaza. Il faut les virer pour les mettre où, en fait? On sait qu'il n'y a pas de fuel pour faire fonctionner les générateurs. La seule centrale électrique, elle est hors service. Et là, il y a une situation humanitaire catastrophique. Ce n'est pas 20 camions le premier jour et 17 camions le deuxième jour qui va pouvoir sauver cette population. Ce que nous vivons maintenant, c'est donc ce que la Fédération internationale des droits de l'homme disait, une intention génocidaire du gouvernement israélien. J'ajoute ce que nous avons vu pendant les visites des quatre, la bande des quatre, l'allemand, l'américain, l'anglais, puis le français aujourd'hui, c'est une complicité de ces crimes de guerre et de ce probable génocide qui est programmé par l'extrême droite israélienne. Et qu'est-ce qui a été dit d'ailleurs pendant cette visite? Bon, on a vu les images d'Emmanuel Macron qui serrait la main de Netanyahou sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui s'est dit aujourd'hui pendant la visite de ces quatre en Israël? Quel a été peut-être Pascal, si tu as suivi Oui, j'ai à peine suivi, j'ai eu quelques éléments de langage, mais le discours de Macron, c'est dans le contexte actuel, c'est tragique, c'est une farce tragique. Qu'est-ce que propose Macron? Il propose de mettre en place, de réitérer la coalition internationale contre l'EI, contre le Hamas. Mais de qui se moque-t-on? On voit bien qu'aujourd'hui, les puissances occidentales, elles essayent d'imposer leur grammaire qui ne fonctionne nulle part. Comment ça fonctionne, la grammaire occidentale? C'est que je dépose un tapis de bombes contre ceux qui me posent problème, j'impose un rapport de force qui m'est ensuite favorable. Mais qu'est-ce qu'on a vu? C'est qu'on a vu qu'aujourd'hui, le rapport de force qu'avait imposé Israël, qui apparaissait comme immuable, c'est la raison pour laquelle, notamment, les chancelleries occidentales
et un certain nombre de pays arabes avaient mis sous le tapis la question palestinienne, considérant que la question palestinienne n'existait pas, elle n'était même plus présente dans les agendas. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le rapport de force ne joue pas, que l'invincibilité supposée d'Israël, eh bien, a volé en éclats. Même si Israël est en capacité aujourd'hui de porter des coups très très durs à un peuple, et je souscris complètement à ce qu'a dit Taoufik. Donc on ne peut pas, il n'y a pas de solution militaire à la question palestinienne. Il n'y a pas de solution militaire parce que tout le monde l'a cru. Mais à quoi on assiste? Aujourd'hui, ce qui s'est passé est la parfaite illustration que 75 ans de domination n'épuisent pas la volonté de résistance d'un peuple. Et ce peuple, aujourd'hui, il se soulève. Donc, c'est un mouvement, il faut bien voir que c'est un mouvement des profondeurs. Parce qu'il n'y a ni perspective, il y a des frustrations qui se multiplient, il y a un désespoir terrible. Le mouvement, il y a une nouvelle génération qui entre dans la lutte. Et on voit bien aujourd'hui que, comme le dit Bertrand Badi, la puissance, elle est impuissante à résoudre le problème auquel nous sommes confrontés en Palestine. Et le rapport de force ne joue plus. Donc, soit on reprend les mêmes formules qui sont extrêmement dangereuses, parce que comme les mêmes causes produisent les mêmes effets, on peut éradiquer un mouvement. Mais ce mouvement reviendra sous une autre forme, avec une force dupliquée. On a fait le combat contre le terrorisme, entre guillemets. Voyons bien, il y avait quelques pays qui étaient confrontés à ce problème-là, voyons bien aujourd'hui la situation. On est dans une situation où les puissances occidentales ne tiennent même pas compte des désastres qu'elles ont commis. Je songe à l'Irak, je songe à d'autres pays, ou au Sahel. Aujourd'hui, la puissance est incapable de résoudre les problèmes d'une société, et c'est une colère qui vient des profondeurs de la société. Et donc, le discours de Macron, il est particulièrement scandaleux, parce que tout le monde connaît, tout le monde est capable de tirer les enseignements de cette situation. Alors il évoque, moi je dirais qu'il évoque de manière rhétorique, puisqu'il évoque la question d'un État palestinien. Mais qu'ont-ils fait depuis des années? Taoufik le soulignait. Hein, ils ont même considéré que le problème palestinien n'existait plus. Voilà. Et donc, et je songe notamment à Netanyahou, qui quelques jours avant l'offensive du Hamas fait un discours aux Nations Unies où il déclare qu'Israël devient un pays central au Moyen-Orient autour de ses alliés arabes, et il trouve le moyen de ne pas prononcer le mot palestinien. Alors, c'est vrai qu'ils sont pris dans l'hubris et dans l'aveuglement, hein, tous ces suprémacistes qui sont membres du gouvernement aujourd'hui, mais ils conduisent y compris leur pays vers l'abîme. C'est ça qui est dramatique aujourd'hui. Donc la déclaration de Macron est particulièrement inadmissible. C'est quand même sidérant de ne pas prononcer le mot colonisation, occupation militaire. Tout le monde sait que c'est la racine du problème. Voilà. Donc, voilà, on reprend les mêmes recettes, mais c'est catastrophique. C'est inadmissible. Et tu parlais de la mobilisation des peuples dans le monde. Enfin, voilà, c'est une question qui concerne les peuples du monde entier, avec des nouvelles générations qui rentrent dans la bataille. Moi, j'étais à la manifestation parisienne en soutien des droits du peuple palestinien, et surtout pour un cessez-le-feu, pour
pour une solution politique de paix durable en Palestine. Et ce que j'ai vu, c'est à la fois des personnes qui... Ça faisait... Essaye de couper le son de ton téléphone si tu le peux, Taoufik, s'il te plaît. Mais oui, il y avait des personnes qui étaient là depuis... voilà, qui criaient les mêmes slogans depuis 70 ans et qui étaient encore là. Et puis il y avait des jeunes, des très jeunes, voire des enfants qui... et qui, voilà, quand ils criaient les slogans, leurs yeux, ils étaient pleins de vérité, quoi. Ils étaient... Enfin, voilà, c'était... c'est vraiment une lutte qui est profonde et qui concerne tous les peuples, quoi. Ce n'est pas une question non européenne, c'est pas une question non française, c'est pas une question non américaine, c'est une question de tous les peuples, qui traverse tous les peuples. Et moi, je voulais vous demander comment se mobilise le peuple palestinien, que ce soit en Palestine ou à l'international, vu que c'est une question, enfin voilà, quand je dis que le peuple palestinien, enfin on dit l'humanité est palestinienne, assassiner un enfant à Gaza, c'est assassiner l'humanité. Quand je parle de la lutte du peuple palestinien, je parle aussi de la lutte de toutes ceux et toutes celles qui les soutiennent. Peut-être avant de répondre à ta question, je voudrais rajouter quelque chose un peu dans la continuité de ce qu'a dit Taoufik. Oui, Taoufik, il est intervenu sur des éléments de longue durée à juste raison et la duplicité de la communauté internationale. Mais je pense que dans la situation actuelle, il y a une situation qui est proprement israélienne, parce que depuis 9 mois, il y a à la tête d'Israël un gouvernement qui est dirigé par une coalition belliciste, dirigée par Netanyahou, mais aussi des partis ultra-orthodoxes, des partis suprémacistes, y compris, tenez-vous bien, des ministres qui se disent eux-mêmes fascistes. Qui le crut? C'est absolument sidérant. C'est le gouvernement le plus anti-palestinien qui existe depuis que cet État a été fondé. Depuis 9 mois, on a un gouvernement qui multiplie les provocations. En 9 mois, et Taoufik en a parlé, mais en 9 mois, ils ont quand même réussi à tuer 250 Palestiniens. En 9 mois. Il y a eu des massacres à Naplouse, il y a eu des massacres à Jenin. Il y a eu ce pogrom dans ce village d'Ouara, avec les colons. Donc, on est dans une situation où on a un gouvernement qui multiplie les provocations en Cisjordanie, qui multiplie les violations des lieux saints aussi sur l'esplanade des mosquées. Vous savez, moi, j'ai été il y a 1 an en Israël et j'ai vu les violences à la proximité de l'esplanade des mosquées, et notamment contre les chrétiens, contre les pèlerins chrétiens qui étaient là. C'était absolument épouvantable à voir. Des types armés, menaçants, prêts à tirer, etc. Donc, voilà, il y a une situation qui est propre à Israël et qui a... voilà, il y a plusieurs temporalités. Il y a le temps long, il y a l'occupation sur 75 ans, etc. Et puis, mais qu'ont dit les gouvernements européens, les chancelleries occidentales, sur cette dégradation de la situation? Rien. Alors, donc, on voit que c'est une situation très, très grave. Et quand je disais tout à l'heure que, et Taoufik a raison de le souligner, sur l'attitude des puissances occidentales, on dirait que dire que la vie d'un Palestinien vaut la vie d'un Israélien, mais c'est quasiment impossible de leur arracher. Impossible. Et dire ça, tout simplement, ce serait poser la volonté de cesser qu'il y ait une inégalité de traitement. Et moi, je pense que ce sentiment d'humiliation et de ressentiment, qui est déjà perceptible à l'échelle mondiale, à l'égard des puissances occidentales, et notamment à l'égard d'Israël, on ne pourrait pas s'y prendre autrement pour le renforcer. Alors après, évidemment, on peut déplorer qu'au Sahel, il y ait des manifestations
non pas contre le peuple français, mais des manifestations contre la politique française. Mais que va-t-il être dans les pays arabes et dans ce Sud global, hein, qui aspire à autre chose? Voilà. Et je pense que ce qui se passe actuellement est de grande portée sur le plan international. Cela va laisser des traces très très profondes. J'ai vu je suis absolument d'accord avec toi, cher Pascal. J'ai vu des manifestations un peu partout dans le monde. Je vais parler d'abord des manifestations dans le pays arabe. On a vu des manifestations gigantesques au Maroc. À Rabat, il parle de plusieurs centaines de milliers. En Algérie également. Et en Tunisie, au Liban. J'ai vu particulièrement celles de Tunisie et Liban. Elles se sont produites à côté de l'ambassade de France. L'ambassade de France. Ils n'ont pas choisi l'ambassade des États-Unis ou Royaume-Uni ou Allemagne, ils ont choisi l'ambassade de France. Pourquoi l'ambassade de France? Parce que ils ont constaté une certaine déception. Ils avaient l'habitude, il y a plusieurs années, que la France, elle pouvait avoir une parole qui était équilibrée, qui était collée au droit international. Et ils ont vu que maintenant, la parole de la France n'existe que par suivisme à celle des États-Unis, calquée sur celle des États-Unis. De temps en temps, il y a des petites nuances, mais qui sont vraiment absolument transparentes. On ne les voit absolument pas. C'est ce que d'ailleurs Macron a exprimé aujourd'hui. Hier, l'AFP nous a dit que Macron, demain, il va partir pour dire qu'il faut un cessez-le-feu humanitaire, une trêve humanitaire pour arriver à un cessez-le-feu. Et puis pour parler de 2 États, qu'il faut des négociations et tout. Je ne sais pas s'il a changé d'avis dans l'avion ou bien qu'il était que l'AFP et puis les autres médias étaient mal renseignés, mais il a dit exactement le contraire. Il a dit qu'il veut faire une coalition contre. Est-ce qu'il se rend compte du mal qu'il fait à la France en faisant ce genre de proposition? Est-ce qu'il se rend compte que déjà il a commis suffisamment de dégâts pour éloigner la France d'une arrière-cour naturelle qui est des pays africains où il y a le lien de la langue, des liens familiaux forts et tout, etc., où il est maintenant, on voit des pays, le Niger, le Mali et tout, etc., et maintenant le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, où on ne veut plus entendre parler de la France. Ça, c'est l'œuvre de Emmanuel Macron. Bon, il y a d'autres qui ont participé, hein, Sarkozy, Hollande, ils ont participé, mais pas à ce niveau. Il est en train de brader tous les acquis de la diplomatie française ancienne. Les manifestations que nous avons vues dans les pays arabes, on peut à la limite les traiter c'est des peuples qui se considèrent comme des peuples frères avec le peuple palestinien, donc on ne va pas les compter. Mais les manifestations en Europe, celle du Royaume-Uni, ça a été qualifié par la BBC comme l'une des 10 plus grandes manifestations de l'histoire du Royaume-Uni. La manifestation contre la guerre pour un cessez-le-feu et pour l'arrêt des bombardements. Des manifestations gigantesques en Hollande, en Belgique, Bruxelles, 15 000. Ça, c'est les chiffres de la police. 25 000 les organisateurs. Et puis en France. En France, on n'entend pas beaucoup parler de ces manifestations parce qu'elles sont souvent interdites. Nous avons maintenant... nous étions obligés d'essayer de constituer une batterie d'avocats pour essayer de nous aider à saisir les tribunaux administratifs pour essayer de faire valoir notre droit à la liberté d'expression. Vous savez, la France
est devenu le seul pays, l'unique pays au monde où a été décrétée interdiction de toutes les manifestations pro-palestiniennes. Et En Darmanin Israël, s'en est vanté à l'Assemblée nationale aujourd'hui, ouais. ou hier, je sais plus. En Israël, ils tolèrent quelques manifestations. En Allemagne, ils ont laissé passer plusieurs manifestations. En France, à part les 2 dernières à Paris, tout a été interdit, et puis avec des mensonges. Quand on voit le ministre de la Justice, Dupond-Moretti, qui vient et qui dit « Nous ne pouvons pas laisser passer ces manifestations. » D'ailleurs, l'autre fois, République, la manifestation qui a été interdite, on a entendu dire mort aux Juifs, les Juifs assassins. Je le mets au défi, ce grand menteur, de ramener le moindre enregistrement, la moindre preuve de ce qu'il est en train de dire. D'ailleurs, c'était tellement gros que personne n'a repris ce qu'il avait dit. Et puis même, j'ai remarqué que même BFM TV, qui d'habitude, elle met en boucle les différentes interviews et tout, etc., elle l'a passé qu'une seule fois, puis après, elle l'a plus repassé. Je me trompe peut-être, mais de toute façon, c'est ce que j'avais constaté, parce que j'essayais de la revoir pour noter exactement ce qu'il disait. Et la France, elle s'est distinguée donc par le seul pays au monde qui interdit, c'est-à-dire il ne manquait plus qu'une loi, parce que nous avons appris par la suite qu'ils ont décrété que il y avait une circulaire qui a été fournie par le ministre de l'Intérieur au préfet pour leur demander avec un élément de langage. Un élément de langage, comme on a su que c'était un élément de langage qui était fabriqué par le ministère de l'Intérieur. Scandaleux, parce qu'on l'a vu dans plusieurs préfectures, où ils répondent aux organisateurs en leur disant le fait de manifester pour la Palestine en ce moment est déjà en soi une attaque contre l'humanité. Ils considèrent que apporter un soutien à la population sous bombardement est déjà une atteinte à l'humanité. Et ça, je le rappelle, donc c'est unique dans le monde. Même en Égypte, l'Égypte, la Jordanie et tout, etc., où c'était vraiment pratiquement impossible de manifester pour la Palestine, maintenant, ils ont laissé les gens manifester parce que ils ont remarqué que trop, c'est trop. Nous sommes dans une période extrêmement dangereuse pour la France. Elle est en train de perdre tout le crédit qui avait été accumulé par une politique étrangère qui était indépendante, dont on connaît un certain nombre d'acteurs, que ce soit depuis Claude Chesson, en passant par Dominique de Villepin, etc. Et quand par exemple, Dominique de Villepin, il passe à la télévision en alertant en disant attention, ce que nous sommes en train de faire, c'est extrêmement grave. On est en train d'instaurer une certaine guerre de civilisation, ou une guerre du Nord contre le Sud. Tout le monde va y perdre. Tout le monde. Le Sud comme le Nord. Mais ils sont aveuglés. Nos dirigeants sont gouvernants. J'aime pas le mot dirigeant parce que je suis pas dirigé par ces gens-là et je refuse d'être dirigé par ces gens-là. Ces gens qui nous gouvernent, ils sont en train de créer les problèmes que nous allons commettre les prochains jours. C'est pour ça que je pense que jusqu'à maintenant, c'est l'extrême droite qui était très audible, que ce soit dans les médias ou à l'Assemblée nationale et tout ça. Hier, quand même, à l'Assemblée nationale, nous avons entendu un autre discours, y compris de certaines personnes de la droite. Jean-Luc Bourlange qui a fait vraiment qui a donné une leçon en matière de diplomatie à ce gouvernement. Mais il y avait également ces interventions de Mathilde Panot, de Roussel, de Boris, etc., qui a redonné un petit peu d'espoir à ce peuple de gauche qui n'accepte pas cette guerre de civilisation. Et j'espère que ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale
va permettre à ces forces de gauche qui se sont entre-déchirées sur des futilités de s'unir sur la question de la défense du droit international et des droits de peuple à disposer d'eux-mêmes. Macron, quand il part maintenant en Israël, ou bien quand sa première ministre intervient à l'Assemblée nationale ou bien au Sénat, c'est comme si le problème israélo-palestinien a commencé le 7 octobre. Et ils font abstraction de 75 années de... Et ça, c'est la pire des erreurs qu'ils commettent. Personne ne les suivra. Et puis, ils ne pourront jamais tirer les bonnes conclusions de ce qui s'est passé. Et puis, comme disait Pascal tout à l'heure, si on n'arrive pas à comprendre tout ceci, ben, ce qui s'est produit le 7 octobre va se reproduire quelques années plus tard. Oui, peut-être pour rajouter quelque chose. Ces dernières années, avec la disparition de la question palestinienne des agendas des puissances occidentales, on a vu un certain nombre de pays arabes signer des accords avec Israël. Je songe au Maroc, aux Émirats arabes unis, à Bahreïn, au Soudan, pour des raisons diverses, parfois absolument scandaleuses. Je pense au Maroc qui a signé, qui reconnaît l'État d'Israël en échange de la marocanité du Sahara occidental, dernière colonie d'Afrique. L'une des raisons pour lesquelles ces pays ont signé ces accords d'Abraham, c'est qu'ils avaient le sentiment d'invincibilité d'Israël. Or, tout ceci a volé en éclats. Et les accords d'Abraham, on peut dire qu'aujourd'hui, ils ont perdu leur sens. On a même vu l'Arabie saoudite, qui avait déjà le stylo en main pour ratifier ces accords, faire une déclaration mettant en cause la responsabilité d'Israël dans la situation. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, ces gouvernements sont sensibles aux opinions publiques. Et en dépit de tout ce qu'on a pu raconter, moi j'ai le sentiment aujourd'hui qu'à nouveau, mais peut-être cela n'avait jamais disparu, c'est que non seulement la question palestinienne continue à structurer l'opinion publique arabe, on a vu pendant la Coupe du Monde, lorsqu'il y avait des matchs de football, le nombre de supporters ou de joueurs tenant le drapeau palestinien, et cela s'est fait pendant toute la Coupe du Monde, ce qui témoigne de la solidarité. Hein. Mais en même temps, cette question palestinienne, elle est en train de devenir à nouveau l'emblème de toutes les frustrations, de toutes les injustices, de tous les ressentiments qu'il y a aujourd'hui dans le monde. Et ça, il faut en tenir compte. Il faut en tenir compte parce que c'est une force qui pèse aujourd'hui sur un certain nombre de gouvernements. Alors évidemment, il ne s'agit pas de se faire d'illusions non plus. Hein, mais quand on voit la mobilisation, et Toufik le disait, en Égypte et en Jordanie, c'est quand même quelque chose dont il faut tirer les enseignements. Et puis, sur l'attitude des Occidentaux, ils s'enferrent dans une indignation sélective qui est totalement à contre-courant, qui en est presque anachronique aujourd'hui et qui ulcère les peuples du monde entier. Aujourd'hui, c'est un petit peu comme si Israël n'avait de compte à rendre à personne, y compris en termes de droit international. Faites ce que vous voulez, hein, mais vous n'avez de compte à rendre à personne. Alors évidemment, tout ceci est une bombe. Et quand on regarde aujourd'hui le poids des puissances occidentales au Moyen-Orient, quelles sont leurs ressources diplomatiques? Eh bien, elles se sont largement amenuisées. Hein, et elles ont une capacité d'action qui est très, très limitée au Moyen-Orient. Mais cela résulte des choix politiques qui ont été faits, et notamment
l'absence de volonté de régler la question palestinienne. Si on avait voulu régler la question palestinienne, si on avait voulu faire pression pour s'opposer à la colonisation, pour ne pas vouloir régler les problèmes de manière militaire, mais de faire confiance aux acteurs régionaux notamment, hein, qui ont des choses à dire. Et il y a de nouveaux acteurs aujourd'hui qui peuvent agir sur la scène internationale. Je songe, il y a un certain nombre de pays comme le Brésil, etc., qui ne sont pas disqualifiés. Aujourd'hui, les puissances occidentales sont totalement disqualifiées face à la situation actuelle. Et les dernières décisions, les dernières déclarations, etc., ne font qu'aggraver le problème. Et puis la dernière chose, c'est que quand même la France et l'Union européenne, sur un problème aussi structurant des relations internationales, qu'ils soient dans une position suiviste et qu'ils ne prennent aucune initiative pour résoudre le problème, pose quand même des questions sur notre politique étrangère. Évidemment, ce n'est pas nouveau. Hein, mais voilà, quand on est confronté à une difficulté d'une telle ampleur sur le plan international, que la France soit absente d'initiative de l'Union européenne, c'est quand même une sacrée difficulté. Et en général, quand on parle de trouver une solution aux problèmes auxquels est confrontée la Palestine, il y a 3 éléments qui reviennent. C'est la fin de la colonisation, la fin de l'apartheid et un État palestinien. Et je voulais vous poser à tous les deux une question assez large sur la question de l'État palestinien, parce que j'ai l'impression qu'il y a un débat chez les Palestiniens sur cette question justement, entre la solution historique et la revendication historique qui est celle d'un État palestinien aux côtés de l'État israélien. Et il y a notamment dans la jeunesse palestinienne des militants qui disent mais en fait est-ce qu'il n'y aurait pas qu'est-ce qui m'empêcherait de retourner sur la terre de mes ancêtres, pourquoi on ne pourrait pas avoir revendiquer un État commun, laïque, multiculturel. Bon, ça paraît compliqué parce que de toute manière, la clé de la paix dans ce cas-là, c'est la défaite du gouvernement israélien qui a une politique qui est incompatible avec un État commun et laïque. Mais voilà, il y a ce débat en tout cas qui j'ai l'impression est croissant parmi les Palestiniens et je voulais savoir quel est votre éclairage là-dessus, qu'est-ce que vous en savez et qu'est-ce que vous en pensez. Peut-être Taoufik d'abord. Ouais. La question d'un État ou 2 États ou un État palestinien sur les frontières de 1967, ça n'a jamais été une idée palestinienne. C'était une suggestion faite par l'Europe. À l'époque, ce n'était pas encore l'Union européenne, mais la Communauté économique européenne, en 1981. Et c'était la première fois où des pays de l'Europe, ils parlaient d'une seule voix, d'une même voix. Avant, il y avait des dissensions, il y avait la position française, la position allemande, celle du Royaume-Uni. Mais là, ils ont tous parlé d'une seule et même voix. Et ils ont dit, nous, pour instaurer la paix en Israël-Palestine, il faut 2 États. Un État palestinien sur les 22% de la Palestine historique, c'est-à-dire qui contient Gaza, la Cisjordanie avec Jérusalem-Est. Bien sûr, les Palestiniens à l'époque, ils trouvaient que c'était injuste. C'était beaucoup moins que ce que le plan de partage de 1947 leur offrait. Mais pragmatique comme il était, Arafat, il a dit il faut qu'on accepte. Il faut qu'on accepte, il faut qu'on fasse la paix, il ne faut plus qu'on continue une guerre à l'infini. Et il a mis 7 ans à essayer de convaincre, y compris les groupes palestiniens de la gauche, l'extrême gauche, comme le Front populaire de libération de la Palestine, le Front démocratique, etc. À l'époque, il n'y avait ni Hamas ni Djihad islamique. Il n'y avait pas ces organisations. Ah, ça arrive de temps en temps. Peut-être que Pascal, tu peux oui, moi je voudrais revenir. Ah, attends, excuse-moi, il est en train de se reconnecter.
Oui. Désolée pour ça, hein, c'est Non, non, il n'y a pénible. pas de problème. Là maintenant, c'est bon? Oui, oui. Ok. Donc, en 1981, l'Europe qui décide de ceci. Et Arafat, il a mis 7 ans pour convaincre les siens. Et il y avait le Conseil national de l'Organisation de libération de la Palestine en 1988 à Alger, où il a dit, le Conseil national a décrété que nous acceptons l'édification de l'État palestinien sur les 22% de la Palestine historique. Arafat, il a dit à ses compagnons, ses camarades, il a dit, ça va être une question très facile. J'ai la promesse de l'Europe, comme quoi nous allons avoir cet État si jamais on dit oui. Et puis il est venu à Paris et puis il avait parlé de cette charte de l'OLP qui ne reconnaissait pas Israël, comme quoi elle est quaduque. Il a dit quaduque. On se rappelle tous de cette phrase. Il a été trahi par l'Europe, il a été trahi par la communauté internationale. Depuis, on lui a tourné le dos. Et cet État palestinien n'a jamais vu le jour. Et puis, on a vu depuis cette date que l'occupation, la colonisation, elle grignotait les terres palestiniennes. Là maintenant, ceux qui sont allés là-bas, il suffit d'aller et puis de se balader un petit peu pour voir l'étendue de leur colonisation. Il ne reste plus 1 centimètre carré qui n'est pas convoité par les Israéliens, par les colons israéliens, qui peuvent s'en servir comme ils veulent. Ce qui se passe en ce moment dans la vallée du Jourdain, je suis en train de suivre la question là-bas. On est en train de préparer un rapport là-dessus, avec nos amis et nos camarades israéliens de l'organisation B'Tselem, qui ont déjà documenté le nettoyage ethnique qui a touché au moins 8 communautés bédouines dans la vallée du Jourdain. Il ne reste plus rien. Il reste des ghettos. Il reste quelques villes où, on prend Bethléem par exemple, le mur il est construit à la dernière maison qui se trouvait dans la ville. On ne peut plus rien construire, il n'y a plus de terrain, il n'y a plus de possibilité d'expansion naturelle eu égard de l'augmentation des habitants. La population, c'était devenu quand j'entends Yael Brand Pivet qui dit ah mais moi je suis pour 2 États, un État palestinien. Déjà pour être un petit peu crédible, dis-nous sur quelle frontière déjà un État palestinien où à Ramallah. En fait c'est ce ils veulent absolument simplement gagner du temps pour laisser à Israël le temps de terminer ça. Sauf que, et d'ailleurs, ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est également une conséquence de cette politique de l'autruche. On ne peut pas maintenir une population qui n'a plus aucun endroit où aller. On voit, la population de Gaza est soumise à un bombardement, elle ne peut même plus aller en Égypte. Elle n'a pas de port pour prendre des bateaux pour aller à l'extérieur. Ni d'aéroport, il a déjà été détruit par les Israéliens. Ils sont là, ils resteront là-bas. La population de Cisjordanie, elle est là-bas, elle restera là-bas. On arrive maintenant entre la mer Méditerranée et la Jordanie, le fleuve du Jourdain, on arrive à peu près 7 millions ou 7 millions et demi de Juifs et 7 millions ou 7 millions et demi de Palestiniens. Une population apparemment presque égale. Donc, si on ne veut pas de solution à 2 États, parce que ça a été sapé par Israël, et c'est devenu impossible géographiquement. Impossible. On ne veut pas d'un seul État démocratique pour tous ses citoyens. Donc, ce qu'on prépare, c'est un État d'apartheid. L'Occident, je pensais qu'il n'accepterait jamais un État d'apartheid, il est peut-être en train de trouver une solution. C'est un nettoyage ethnique à grande échelle. Ce que la population de Gaza subit, les pressions exercées sur l'Égypte, sur la Jordanie, c'est de pouvoir virer un maximum de Palestiniens de Gaza pour après créer ce qu'on appelle une terre sans peuple. Et on connaît l'histoire pour un peuple sans terre et tout. Donc nous sommes en train de créer une 4e situation à laquelle on n'avait pas pensé en fait auparavant. On pensait qu'il y avait soit 2 États, soit un État, soit une situation d'apartheid. Et là maintenant il y a la 4e qui est mise en application.
c'est une question d'un nettoyage ethnique à grande échelle. Ça a été dit par l'ONU. L'ONU le dit. L'ONU le dit. La première ministre et puis etc. s'offusquent en disant mais c'est quoi? C'est pas possible. Une démocratie comme Israël ne pourrait jamais faire ça. Mais c'est ce qu'elle fait depuis 1967. Il suffit de voir de grandes régions comme par exemple la vallée du Jourdain qui représente le tiers de la Cisjordanie. Elle est passée en 1967 de 160 000 habitants, c'est-à-dire avec la progression naturelle, on serait maintenant à 500 ou 600 000. Elle est à 55 000. Donc il y a déjà un nettoyage ethnique appliqué dans la vallée du Jourdain. Un nettoyage appliqué dans le sud d'Hébron pour rattacher une bonne partie de la Cisjordanie à Israël. C'est dans l'endroit qu'on appelle Masafer Yatta. Et il y avait des alertes d'ONG israéliennes qui font un travail remarquable. C'est pas, il y a des gens qui nous écoutent. Je les encourage à aller régulièrement sur les sites de B'Tselem, Yeshdin, Breaking the Silence, Standing Together, toutes des organisations israéliennes, et qui font un travail remarquable, qui documentent le nettoyage ethnique, qui documentent l'apartheid. Tout à l'heure, Pascal, tu as parlé de cette loi État-nation du peuple juif qui dit que seul le peuple juif a le droit à l'autodétermination sur toute la Palestine historique, pas uniquement dans les frontières d'Israël qui sont internationalement reconnues. Et nous sommes en train d'assister en ce moment à un nettoyage ethnique méthodique qui pourrait, et ça c'est la Fédération internationale des droits de l'homme qui le dit, s'accompagner d'une politique génocidaire que malheureusement les pays occidentaux jusqu'à maintenant tentent de ne pas s'y opposer. La jeunesse palestinienne, comme tu l'as rappelé, Anaïs, elle demande une chose, à la limite ils disent on s'en moque d'un État, deux États. On veut l'égalité de citoyenneté. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a de plus noble comme demande? La question de l'égalité de citoyenneté. Il n'y a pas plus noble que ça. On la lui refuse. On la lui refuse, et au motif de quoi? On voit des Raphaël Enthoven, des gens comme beaucoup de gens, y compris des gens du Parti communiste, certains Christian Piquet ou quelque chose comme ça, qui considèrent que ceci, ça pourrait être un danger sur le caractère juif démocratique d'Israël. Non, on ne peut pas être un pays et juif et démocratique. C'est soit l'un, soit l'autre, mais pas les deux. T'en penses quoi, Pascal? D'abord sur la place de la diplomatie. Parce que c'est sûr que pour l'instant, on voit que la vengeance et la radicalité l'emportent partout. Hein. Mais il faut être conscient que la question palestinienne ne va pas disparaître. Elle ne va pas disparaître et il n'y a aucune solution militaire. La difficulté, c'est qu'en diplomatie, on négocie entre États. Or, il n'y a pas d'État palestinien. Et quand on ne sait pas avec qui négocier, cela se fait souvent de manière informelle. Et cette espèce de jeu de médiation risque de compliquer profondément les choses actuellement. Moi, je pense qu'il n'y a qu'une solution face à un conflit d'une telle nature. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, cela paraît difficile, mais il faut que cette question soit réappropriée par la communauté internationale. On ne peut pas laisser la situation ainsi. Parce que la catastrophe aujourd'hui, c'est le déni, c'est de se confier aux vieilles recettes que les puissances occidentales vont imposer leur ordre. C'est ça la catastrophe. Donc, moi, je pense que et cette question de la communauté internationale, elle doit se faire au plus haut niveau, qui est celui du multilatéralisme. Alors, par rapport à un État, deux États, la question qui est posée, il faut quand même, d'abord, c'est que nous n'allons pas choisir à la place des Palestiniens. Les Palestiniens aujourd'hui disent qu'ils veulent leur État, dans les frontières de 67 avec Jérusalem-Est comme capitale.
Mais il faut quand même rappeler que ces deux États et l'État palestinien est juridiquement fondé. Il est juridiquement fondé et il est consacré par le droit international. En même temps, moi je dirais qu'il est politiquement nécessaire. Il est politiquement nécessaire parce que, au regard de la situation actuelle, il n'y a pas vraiment d'autres solutions qui s'offrent à nous, et notamment, je pense, parce qu'on n'en parle pas souvent, mais la question des réfugiés. La question des réfugiés qui seront, dont on les exclut systématiquement. Et puis je pense qu'Israël n'acceptera pas de perdre la majorité du caractère juif de cet État. Donc, même si c'est vrai que la situation matériellement, on va dire, et compte tenu de tout ce qu'a dit Toufik, est aujourd'hui, on va dire, très difficile matériellement, la réalisation de cet État. Moi, je ne vois pas d'autre solution. Et quand on évoque la question d'un seul État, bah, là aussi, il ne faut pas avoir d'illusion. Hein, de quel État parle-t-on? Parce que l'État actuel, c'est l'État du Grand Israël, c'est un État d'apartheid, avec son arsenal liberticide, et où le peuple palestinien n'aura aucun droit. Donc c'est quand même les configurations qui sont celles d'aujourd'hui. Voilà. Mais quand on va en Palestine et qu'on va en Israël, il y a une volonté de paix et de justice qui est énorme, et de dignité, parce que c'est une dignité trop longtemps bafouée sur le plan international. Et ça marque beaucoup. Donc voilà, je pense que la situation, elle est extrêmement dangereuse pour l'instant. Le peuple palestinien, il résiste à l'oppression et il est là. On ne fera pas partir. Même s'il y a une volonté de nettoyage ethnique, et elle est mise en œuvre aujourd'hui, et il est là, il résiste. Donc il faut se trouver une solution politique. Et je pense que c'est... Bon, là, on a des viewers qui doivent sûrement se sentir un peu impuissants face à la situation, et c'est normal parce qu'effectivement, il n'y a pas... Enfin, déjà, c'est pas à nous, en tout cas en tant qu'individu, enfin, c'est pas nous qui allons changer la situation en Palestine, mais on peut se poser la question, voilà, quand on est face à cette situation, qu'on a envie de partager ce qui se passe, de diffuser, on peut se dire que ça sert à rien, quoi, que de toute manière la situation est bloquée. Est-ce que vous pensez que, enfin voilà, en tant que citoyen, citoyenne français et française, on peut agir pour aider la cause palestinienne en France? Je peux? Ouais, oui, vas-y, Oui. enfin, Taoufik, si tu veux. Mhm. Je reviens un petit peu sur en 2010, il y avait le début d'une offensive diplomatique palestinienne pour dire bon, écoutez, on va saisir toutes les instances de l'ONU et tout, etc., pour essayer d'imposer par le droit international, notre État au niveau international. Et ils avaient fait la demande de l'adhésion à l'UNESCO. Un grand débat, il y avait des menaces de la part des États-Unis, Israël qui voulait se retirer. Sarkozy, jusqu'à la veille, il avait dit non, mais c'est pas possible, on va pas voter pour l'adhésion de la Palestine à l'UNESCO alors que c'est pas un État. Sauf que, d'après ce que nous savons, maintenant, nous savions plutôt à l'époque même, c'est que il y a eu par certains diplomates, amis que nous connaissions, c'est que Sarkozy il a changé d'avis à peu près vers minuit et il a donné l'ordre de voter pour l'adhésion de la Palestine à l'UNESCO et donc la Palestine est devenue membre à part entière de l'UNESCO. En 2012, il y avait exactement le même scénario, mais là pour l'adhésion de la Palestine à l'ONU en tant qu'État non membre. Bon,
pourquoi en tant qu'État membre, simplifie vite fait, pour que ça soit accepté, il faut que ça passe par le Conseil de sécurité. Or, le Conseil de sécurité, les États-Unis ne veulent pas d'État palestinien. Donc, c'est passé par l'Assemblée générale des Nations unies. Dans l'Assemblée générale des Nations unies, il y avait une très large majorité de pays qui avaient voté pour l'admission de la Palestine. En tant qu'État, on dit soit État non membre, soit État observateur. C'était à l'époque de Hollande. Hollande, une semaine avant le vote, il avait dit la Palestine ne peut pas obtenir à l'ONU ce qu'elle n'a pas obtenu par les négociations. Donc il était opposé à ce vote, mais on l'a convaincu. Donc on avait mené une action, mais vraiment extrêmement puissante au sein du collectif national pour une paix juste et durable, et qui a poussé François Hollande à changer d'avis et à voter pour l'admission de la Palestine à l'ONU en tant qu'État non membre. En 2014, nous avons les deux assemblées, l'Assemblée nationale et le Sénat, qui votent pour inviter le gouvernement à reconnaître l'État de Palestine dans les frontières de 1967. Le gouvernement, non seulement il ne l'a pas fait, il l'a ignoré. Pourtant, à l'époque, il y avait le ministre des Affaires étrangères, avant de quitter le ministère des Affaires étrangères pour partir au Conseil constitutionnel, c'était Laurent Fabius. Et Laurent Fabius, il a fait cette phrase qui est restée maintenant dans les annales il a dit la France doit reconnaître l'État de Palestine. Cette reconnaissance n'est pas une faveur, n'est pas un passe-droit, mais c'est un droit. C'était 2014. Presque 10 années après, il n'y a pas eu cette reconnaissance. Depuis le départ de Fabius, donc Jean-Marc Ayrault qui a pris le poste de ministre des Affaires étrangères, il a ignoré cette promesse qui a été faite par la France devant le monde entier. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas... Et il y a Hollande qui l'avait pourtant dans le numéro 59 dans ses propositions pour accéder à la présidence de la République, c'était la reconnaissance internationale de l'État de Palestine. Donc il a oublié, il n'a rien fait. Macron, il l'a dit dès le départ, pas de reconnaissance. Donc maintenant, quand on l'entend parler de deux États, qu'est-ce qu'il a fait pendant le premier mandat? Rien. Qu'est-ce qu'il a fait pendant son deuxième mandat pour cette reconnaissance? Strictement rien. Donc ça prouve que lui, sa première ministre, la présidente de l'Assemblée nationale, sa majorité, tout son groupe, ce sont des menteurs, tout simplement. Parce que quand on ne reconnaît pas un État, et on reconnaît un seul, et puis après on garde sur juste le truc des promesses qui n'engagent personne, cette soi-disant volonté d'édifier un État palestinien aux côtés de l'État d'Israël, ça ne trompe plus personne. Pascal, tout à l'heure, quand tu disais que tu ne vois pas une autre solution, moi non plus vraiment. Je ne vois pas une autre solution à part la solution à deux États. Sauf que cette solution à deux États, avec la complicité de la communauté internationale, et ceux qui sont partis, et moi je suis parti là-bas plusieurs fois, elle est impossible dans l'état actuel des choses. Mais impossible. Donc c'est là où un problème qui a été créé par la communauté internationale. Israël, c'est un État qui existe grâce à un vote de l'ONU. Le problème palestinien, en étant relayé au second plan, ce problème a été créé par la communauté internationale. C'est à cette communauté internationale de trouver une solution. Là maintenant, ce qui m'effraie, c'est qu'elle est en train de dire, cassant cette volonté de résistance de la population palestinienne et soutenant Israël dans cette croisade meurtrière contre la population de Gaza, mais également contre la population de Cisjordanie, et puis oubliant toutes les revendications nationales. Ce qui est effrayant, c'est cette volonté de cette communauté internationale d'enterrer définitivement la question palestinienne. Mais, comme tu le disais tout à l'heure, la question palestinienne, nous le savons, nous l'avons dit depuis toujours,
On a même connu des moments vraiment de, de- de presque déprime en voyant qu'on ne parle plus de ce qui se passe en Palestine. Mais nous avons toujours dit que c'est une question centrale. C'est une question centrale. Les accords d'Abraham ne peuvent pas fonctionner sans la résolution de la question palestinienne. Ils ne peuvent pas, on ne peut pas avoir des relations normales entre Israël et les pays arabes s'il n'y a pas ça. J'étais en communication avec des amis marocains juste avant de vous rejoindre et j'ai dit alors quel est l'état de la question de la normalisation. Il dit mais ceux qui étaient les grands défenseurs et puis nous intimidaient et tout ça, ils rasent les murs. Mais personne ne s'en prend à eux, il n'y a pas de violence contre eux et tout ça, juste on les questionne, ils rasent les murs. Et même, ils commencent à sentir un marché de dupes. Tout à l'heure, tu as dit c'était monnayé. Monnayé par des promesses uniquement. Le Maroc, il y a Trump et puis à l'époque, les Israéliens, Netanyahou, qui ont dit, vous allez voir, on va même ouvrir un consulat israélien puis un consulat des États-Unis dans la ville de Dakhla, dans le Sahara occidental. Ben, il n'y a toujours pas eu. Ça fait un moment qu'il y a eu. Donc c'est une promesse non tenue. On savait qu'il n'allait pas la tenir. Les Émiratis, ils avaient la certitude qu'ils allaient obtenir les avions de combat américains, les F-35. Mais ils n'ont strictement rien obtenu. Et le Bahreïn, il n'a rien obtenu de ce qu'on lui avait promis. Le Soudan, sur le fait des aides financières pas du tout, ça l'a au contraire plongé, depuis qu'il a eu cette normalisation, dans une guerre civile atroce où il y a des milliers de gens qui sont en train de mourir. Ça ne peut pas marcher, les accords d'Abraham. Et l'Europe, qui était à un moment lucide, à l'époque du début des signatures des accords d'Abraham, je me rappelle de la position de la France qui disait non, ça ne peut pas aller, ça ne peut pas marcher, parce que on essaye de dissimuler ou bien de cacher la question palestinienne et ça ne peut pas marcher. Là maintenant, ils nous jurent que des accords d'Abraham, mais toujours l'Europe, et c'est ce qui est vraiment très inquiétant, une longueur de retard incroyable sur la diplomatie américaine. Au moment où les Américains sont passés à autre chose, ils ont oublié les accords d'Abraham, c'est maintenant que la France, l'Allemagne et puis le Royaume-Uni s'attachent à ces accords qui sont morts-nés. Maintenant, Macron, et d'ailleurs ça prouve qu'il ne connaît strictement rien, ni à cette région, ni à la politique arabe, contrairement à ses prédécesseurs, y compris les deux derniers, Sarkozy et Hollande. Ne connaissaient pas grand-chose, mais ils connaissaient beaucoup mieux que lui. Le fait de dire que il faut continuer la coalition qui existait contre l'État islamique, là maintenant il faut qu'on la transforme en une coalition contre le Hamas, mais est-ce qu'il sait de quoi il parle ou pas? Le Hamas maintenant, même si les gens qui ne le portaient pas dans leur cœur dans les pays arabes, ils considèrent que c'est le seul mouvement qui a pu tenir tête à Israël. À tort, à tort. Mais c'est ça l'état de l'opinion publique arabe qui a été écrasée par le manque de liberté d'expression chez elle et par le fait qu'elle est complètement ignorée par l'Occident. Donc, que cherche Macron en fait? Il cherche une guerre vraiment frontale entre le Sud et le Nord. Il s'y prendrait pas autrement, si c'est ça ce qu'il cherche. Et peut-être, j'aimerais, parce que là, on s'approche de la fin de l'émission, ça fait 1h30 qu'on Déjà, discute. Ouais, déjà, ça passe vite, hein. Mais j'allais vous demander si vous aviez encore des éléments sur lesquels vous auriez aimé revenir, qu'on n'a pas forcément abordés. Mais du coup, je vais quand même rebondir sur les derniers mots que tu as dit. Effectivement, est-ce que c'est catastrophiste de se dire que ces dernières semaines donnent l'impression voilà, d'un alignement des puissances digne enfin, voilà, pas forcément d'une guerre mondiale là tout de suite, mais c'est un alignement qui est inquiétant en tout cas sur la question palestinienne. je commence ou... Vas-y, vas-y.
Oui, il y a quand même quelque chose il ne faut pas qu'on reste sur une note négative. Ce n'est pas par démagogie, mais c'est vraiment parce que j'y pense, je le crois. Et puis, j'étais également au rassemblement de République dimanche dernier. Il y a le poids de l'opinion publique internationale qui est extrêmement important. Et je pense que les choses auxquelles nous assistons maintenant et sont dues à cette opinion publique internationale. Rappelez-vous la question de l'opération terrestre où qui allait mener vers des boucheries quotidiennes. Je ne dis pas qu'elle ne va pas avoir lieu, mais elle a été beaucoup retardée jusqu'à maintenant. Et donc, plus il la retarde, plus on peut espérer qu'elle ne se tienne pas, surtout si on maintient notre mobilisation. La question d'Israël a le droit de se défendre et elle peut aller jusqu'au bout de ce qu'elle veut. C'est le seul discours qu'on entendait ici en France, exprimé d'une façon très claire par la présidente de l'Assemblée nationale, et surtout quand elle a dit à l'Assemblée nationale, nous apportons notre solidarité inconditionnelle à Israël, où on a vu les députés qui se sont levés pour applaudir, y compris des députés de gauche qui s'étaient levés pour applaudir. Le mot inconditionnel était déjà effrayant. C'est ce qui se passe, ce qui s'était passé avant et ce discours, il commence un petit peu à s'atténuer. On commence maintenant à parler de trêve pour faire rentrer un peu d'aide humanitaire pour la population de Gaza. Et même hier, la première ministre qui parlait d'une trêve humanitaire qui doit aboutir vers un cessez-le-feu. Donc, ce changement de langage, il est dû à deux choses. Il est dû au fait que même les soutiens inconditionnels à Israël, ils voient que Netanyahou il est en train d'aller très très loin, mais c'est dû également à toute la mobilisation de la société civile, de par le monde. Et ça veut dire que maintenant, la balle, elle est dans notre camp en tant que société civile. Il faut vraiment qu'on continue la pression, qu'on continue les manifestations, les protestations, qu'on écrit des articles, qu'on essaie d'expliquer, qu'on multiplie les réunions, les émissions, pour faire valoir notre point de vue. Et là, maintenant, on est en train de le faire. On est en train de le faire. Vous avez remarqué peut-être même dans les médias, il y a un petit changement de discours qu'on est en train de vivre. Et ça veut dire que le poids de la société civile, le poids des forces progressistes de progrès, des forces de la paix, il est encore considérable. Et c'est le seul point d'appui pour qu'on puisse éviter que la situation devienne incontrôlable, catastrophique et très meurtrière pour tout le monde. Oui, juste un mot. Moi, je considère qu'on est dans une nouvelle séquence depuis quelques jours, notamment avec la mobilisation des opinions publiques. Il y a une nouvelle donne. Et de cette situation nouvelle peut voir émerger un nouvel ordre. Et tous les compromis qui paraissaient inenvisageables, eh bien, peuvent être à nouveau sur la table. Tout va dépendre des mobilisations et on le voit, c'est déjà déterminant. Il y a déjà des choses qui ont bougé sur le plan international. Oui, oui, tout à fait. Et je pense que c'est important pour tous celles et tous ceux qui nous écoutent de continuer. Voilà, je pense que si vous avez cliqué sur le lien de ce direct, c'est parce que vous vous informez et que vous diffusez autour de vous des informations sur ce qui se passe en Palestine, à Gaza, en Cisjordanie. Mais continuez de le faire, parce que comme vous venez de le dire, voilà, ça peut changer la donne d'avoir des masses qui se mobilisent en soutien au peuple palestinien et de se retrouver en manifestation chaque fois plus nombreuses en disant à nos amis, à nos proches, à notre famille de venir avec nous parce que c'est important. Tu parlais tout à l'heure, Taoufik, d'une manifestation gigantesque en Angleterre. Voilà,
c'est pas normal qu'en France, enfin, c'était une très grosse manifestation et qui faisait suite à l'interdiction, mais voilà, on peut être plus de 30 000, il faut qu'on soit plus que 30 000 à Paris, il faut qu'on soit encore plus nombreux, qu'on remplisse les rues. Et sur cet enjeu, c'est important qu'on soit une masse, quoi. Oui, Moi, Pascal. je voudrais rajouter quelque chose. Quelque chose qui m'a profondément scandalisé. Je songe notamment à la romancière Adania Chibli, qui a écrit, voici quelques années, un roman qui s'intitule Un détail mineur, qui a été publié de manière assez anonyme en France, mais qui a reçu un immense succès aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, dans le monde anglo-saxon. Et cette romancière palestinienne, qui vit d'ailleurs en Allemagne, devait se voir remettre un prix à la foire de Francfort, qui est l'un des événements mondiaux en termes d'édition les plus importants. Eh bien, son prix ne lui sera pas remis. C'est quelque chose d'absolument inouï. Et il y a eu une mobilisation absolument prodigieuse des éditeurs, des écrivains, dont 3 prix Nobel, notamment Annie Ernaux, qui se sont mobilisés pour dire leur indignation et même l'ignominie par rapport au roman de cette femme. Moi, je vous invite à le lire parce que c'est un roman terrible, un roman terrible qui raconte le viol collectif d'une jeune bédouine en 1949 par des soldats israéliens. C'est une histoire réelle, hein, dans le désert du Negev. Et voilà. Et comment s'appelle le livre? Tu as donné le nom de son autrice. Un détail mineur, c'est publié chez Actes Sud. D'accord. Et voilà, c'est un roman important. Il s'en est passé dans le Negev. Et voilà, quand on témoigne factuellement de ce qui s'est passé, tout ceci n'est pas accepté. Et quand on voit la diversité des gens qui se sont mobilisés, eh bien, cela s'inscrit dans cette mobilisation internationale. Merci Pascal. Et moi j'ai envie de Ouais. faire, Vas-y. de dire, allez voir, cherchez-le, vous allez pouvoir le trouver, allez le voir, le film israélien de Alan Schwartz, qui s'appelle Tantoura. Tantoura qui parle de l'histoire d'un village palestinien qui a subi le nettoyage ethnique en 1948. Le film, il est extraordinaire, mais il est vraiment extrêmement dur, mais nécessaire à voir. Là aussi, il y a des histoires horribles de ce qui a accompagné cette expulsion des Palestiniens en 1948, que les Israéliens nommaient le départ volontaire des Palestiniens. Et ce film, il donne la preuve, en interrogeant des gens qui ont participé à ce nettoyage ethnique, comme quoi c'était un vrai nettoyage ethnique extrêmement violent, sanguinaire même. Et c'est les soldats qui ont participé à ce nettoyage ethnique qui parlent et puis qui racontent leur exploit, entre guillemets. Tantoura. T-A-N-T-U-R-A. Très bien, je vous remercie tous les deux pour ces suggestions. J'espère que vous les avez bien prises en note dans le chat. Mais de toute façon, voilà, si vous avez un doute, vous pourrez regarder le replay qui sera disponible sur Twitch et sur YouTube. Voilà, je vous remercie Pascal, Taoufik. Je vous invite à rester un peu avec moi à la fin pour que je puisse vous remercier individuellement. Et voilà, mais en tout cas, pour le chat, on va le quitter maintenant. Et voilà, vous avez des remerciements de Pepe Moreno Gracia et de Soka qui vous remercient. Pepe Moreno Gracia dit qu'il ou elle a appris plein de choses et vous souhaite bon courage dans vos luttes. Et vous avez également le lien du site norevolution.fr qui a été mis par Soka dans le chat. Et encore un remerciement d'Hugo qui dit super, merci beaucoup.
Du coup, voilà, je vous remercie encore pour cette discussion. De toute façon, j'invite les uns et les autres à suivre les articles de Pascal sur nos révolutions qui traitent de l'actualité internationale. Encore un remerciement de Safo 17 qui dit que c'était passionnant. Et de suivre aussi les prises de position de Taoufik, notamment qui est très actif sur Twitter, donc vous pouvez le suivre. Voilà, parce que l'actualité va continuer d'évoluer les prochains jours et c'est important de rester vigilant et de suivre ce qui se passe. Mais voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine. Mardi, pas à la même heure, ce sera à 19h. Girondine du Sud qui vous remercie aussi. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de la jeunesse. Ah mince, attendez, je vais remettre Pascal qu'on a perdu. Hop. Ah bah mince, je crois qu'il a enlevé sa caméra parce que je l'ai toujours ici. Mais bon, oui, donc on sera avec Aurélie Biancarelli-Lopez, qui est maire adjointe à la mairie de Marseille, en charge des questions d'enseignement supérieur, de recherche et de vie étudiante. Et on sera aussi avec Gwen Thomas-Alves, qui est le président du syndicat étudiant, qui a écrit un article pour Nos Révolutions également sur la question lycéenne. Et donc on sera tous les trois la semaine prochaine pour discuter des mobilisations des jeunes, et on parlera très certainement également de la question palestinienne, puisque les lycéens et les jeunes et les étudiants notamment se mobilisent beaucoup sur cette question, donc je suis certaine qu'on en parlera aussi. Mais voilà, du coup, je clôture là-dessus. Encore une fois, merci à vous deux. Je regarde si je peux pas remettre Pascal. Bon, manifestement. Ah si, super, il est de retour. Je vous laisse dire quelques mots pour dire au revoir au chat, et puis on pourra déconnecter. Moi, juste merci à tous ceux qui nous ont suivis, et j'invite à se mobiliser le plus largement possible pour trouver une solution pacifique. Et on en a vraiment besoin, à l'échelle de la Palestine, mais partout dans le monde. Je suis absolument d'accord. De toute façon, notre message, c'est le message de paix. Hein. Super, je vous remercie beaucoup. À bientôt le chat, et puis nous, on reste ensemble. Salut! Salut!